Bonjour, je suis Fabien Terpan, maître de conférence à Sciences Po Grenoble. Je suis spécialiste des questions de politique étrangère européenne et c'est de ce sujet-là que je veux m'entretenir avec vous et vous présenter donc l'action extérieure de l'Union européenne qui est souvent vue comme de manière très négative, c'est-à-dire que l'opinion majoritaire consiste à dire l'Union européenne n'a pas de politique étrangère. C'est ce que l'on entend très fréquemment dans les médias ou même dans la rue, je pense. L'Union européenne n'a pas de politique étrangère. On le dit généralement soit parce qu'on est pro-européen et que l'on souhaite que l'Union européenne soit plus présente sur la scène internationale, ou on le dit parce qu'on est anti-européen et on préfère que la politique étrangère reste l'apanage des États. Il y a quand même une opinion minoritaire qui défend l'idée que l'Union européenne agit sur la scène internationale. Et là encore, avec les deux approches, les pro-européens vont essayer de défendre le bilan et dire, voilà, il y a quand même des choses qui se font. Mais les anti-européens peuvent aussi parfois dire l'Union européenne agit, mais elle agit mal. Elle agit mal par rapport aux traités transatlantiques, ou elle agit mal parce que la politique étrangère de l'Union européenne, c'est le résultat d'un consensus. Et un consensus est un peu fade. Donc c'est une voie moyenne et il vaut mieux une politique étrangère qui soit, disons, plus volontariste et plus active. Bref, on a ce panel un peu d'opinions, mais quand même l'opinion dominante reste celle que l'Union européenne ne pèse pas sur la scène internationale. Et moi je vais essayer de quitter le royaume des opinions pour entrer dans celui un peu plus du travail universitaire, en m'appuyant sur donc les nombreux travaux qui existent maintenant sur l'action extérieure de l'Union européenne, et en essayant d'être objectif, puisque l'idée n'est pas soit de défendre un bilan, soit de le critiquer, mais de présenter la situation au plus proche de ce qu'elle est. Donc je m'appuierai sur évidemment les travaux d'autres auteurs, mais aussi sur mes propres travaux sur le sujet. Mon point de départ consistera à présenter la diversité des politiques de l'Union européenne. L'Union européenne aujourd'hui, ça n'est pas uniquement une organisation économique, c'est aussi une organisation qui, dans son action extérieure, a une dimension politique. Il y a ces deux aspects qui sont à appréhender de manière globale. L'Union européenne s'est développée certes en premier lieu en tant qu'organisation économique, et donc sur le plan extérieur, naturellement, ce sont les politiques externes de nature économique qui ont été mises en œuvre en premier. Mais on verra aussi que l'Union européenne, à partir des années 70, s'est mise à traiter de sujets plus politiques et à émerger en tant qu'acteur politique, voire militaire, même si de manière plus limitée. Donc une diversité de politiques que l'on trouve très bien dans le traité sur l'Union européenne, où on a désormais un titre consacré à l'action extérieure de l'Union européenne qui reprend tous ces différents volets des politiques externes. Sur le plan économique, tout d'abord, les politiques externes de nature économique, comme je le disais, ont été les premières créées par la communauté à l'époque. La politique commerciale est la première politique qui a été mise en œuvre, et c'était somme toute logique, puisqu'il s'agissait à ce moment-là de développer une politique en relation avec l'union douanière. On venait de mettre en place l'union douanière avec un tarif extérieur commun, et la politique commerciale était le pendant logique de cette union douanière.
Donc la politique commerciale est la première à avoir été mise en œuvre, mais très rapidement s'est ajoutée à côté de la politique commerciale une politique de développement. Il n'y avait pas de base juridique dans les traités pour la politique de développement. Il n'y avait pas dans les dispositions des traités un article qui disait l'Union européenne doit mener une politique de développement. Pour autant, les États membres ont choisi de développer cette politique. Et un certain nombre d'États y avaient tout intérêt, en particulier la France, qui voulait, à travers la politique de développement, établir des relations avec ses anciennes colonies. Donc la politique de développement s'est assez naturellement développée d'abord en direction des pays dits ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, dans les années 60, avec les accords de Yaoundé, plus les accords de Lomé. Donc le développement, la politique de développement a très rapidement constitué le second volet de l'action extérieure de l'Union européenne et elle continue aujourd'hui à être un domaine d'action important avec un instrument financier qui est utilisé, qui est l'instrument Europe Aid, à travers lequel l'assistance au développement est fournie, qui s'ajoute à celle des États, puisque la politique de développement de l'Union européenne n'ôte pas aux États leurs compétences à la matière, mais elle s'ajoute à celle des États. On a un troisième volet avec l'assistance humanitaire. Donc l'Union européenne intervient aussi sur le plan humanitaire, avec cette fois-ci une direction générale de la Commission qui s'appelle ECHO, qui est le bureau chargé de gérer l'assistance humanitaire. À la différence du développement, l'assistance humanitaire, elle est fournie sans parti pris. C'est-à-dire qu'elle est fournie au profit des populations sans qu'il puisse y avoir de discrimination. Alors quand je dis discrimination, c'est essentiellement une discrimination qui serait voulue en fonction d'objectifs de droits de l'homme, par exemple. La politique de développement, elle, peut être conditionnée à la satisfaction de certaines exigences en matière de droits de l'homme. On peut dire, voilà, nous arrêtons l'assistance au développement parce que le partenaire ne correspond pas à un certain nombre de valeurs qui étaient des valeurs sur lesquelles les deux partenaires s'étaient entendus au départ. Donc, il peut y avoir ce que l'on appelle une conditionnalité politique en matière de développement. Ce n'est pas le cas pour l'assistance humanitaire qui doit être fournie, quelle que soit la situation dans le pays, en matière, y compris en matière de droits de l'homme. Et de manière générale, en dehors de ces trois grands volets, le commerce, le développement, l'humanitaire, l'Union européenne intervient parce qu'elle signe des accords. Et elle a passé des accords avec la quasi-totalité des pays du monde, avec des organisations régionales. Elle a beaucoup essayé de développer des relations interrégionales avec, par exemple, le Mercosur en Amérique latine. Je donne cet exemple parce que le Mercosur a été longtemps présenté comme une sorte d'Union européenne en construction, qui reproduirait un peu le modèle. Je pense que c'est sans doute un peu moins vrai aujourd'hui parce que le processus d'intégration du Mercosur est confronté à des difficultés. Quoi qu'il en soit, pour l'Union européenne, il était sans doute plus facile d'établir des relations avec des organisations régionales qui étaient un peu conçues sur son modèle. Alors, modèle entre guillemets, il ne s'agit pas de reproduire exactement ce modèle, mais qui était conçu en tout cas comme en quelque sorte des modèles d'intégration régionale proches de l'Union. Et puis toujours sur le volet économique, il faut signaler que dès que l'Union européenne a une compétence interne, elle a aussi une compétence externe. Donc tout ce qu'elle fait en interne peut donner lieu à une action extérieure. Agriculture, environnement, changement climatique, tous ces domaines sont aujourd'hui investis par l'Union européenne. Par ailleurs,
en dehors du volet économique, la communauté européenne, ou ses États membres, à partir des années 70, s'est mis aussi à investir le champ du politique, pas du militaire tout de suite, mais en tout cas du politique, avec la création de la coopération politique européenne. Début des années 70, on est alors dans une période où, en France, le général de Gaulle a cédé sa place, n'est plus au pouvoir, et il bloquait d'une certaine manière le développement d'une Europe plus politique et militaire. Il avait une vision de l'Europe politique, mais qui était une vision d'Europe des États, et cette vision n'était pas partagée. Donc les plans Fouché qu'il avait présentés dans les années 60, qui visaient une politique étrangère européenne, avaient été rejetés par les partenaires. Mais il faut dire qu'avant cela, dans les années 50, la communauté européenne de défense avait, elle, été rejetée par la France, par l'Assemblée nationale française en 1954. Donc on avait eu, dans les années 50, dans les années 60, ces deux grands échecs de la construction d'une politique étrangère et d'une politique de défense. Dans les années 70, on va réussir à créer un début de politique étrangère dans ce domaine-là, très modestement, avec des réunions de ministres des Affaires étrangères, mais c'est néanmoins la première étape. Et la deuxième étape, elle intervient au début des années 90 avec le traité de Maastricht et la construction d'une politique étrangère et de sécurité commune. Cette politique étrangère et de sécurité commune, c'est donc le volet politique et militaire, cette fois-ci, de l'action extérieure, puisque il est possible, à partir du début des années 90, de traiter toutes les questions de sécurité. Elles sont désormais dans le champ de l'Union européenne, alors qu'auparavant, en période de guerre froide, les Européens étaient beaucoup plus prudents et se paraient derrière le parapluie américain et n'osaient pas construire une politique de sécurité et de défense, considérant qu'il y avait un risque de découplage avec les États-Unis. Donc à partir du début des années 90, on a la construction d'une politique étrangère et de sécurité commune, qui se dotera en son sein d'une politique de sécurité-défense à partir des années 90, la fin des années 90. La déclaration de Saint-Malo en 98, qui est une déclaration franco-britannique, qui va débloquer un peu la situation, puisqu'auparavant c'était plutôt le couple franco-allemand qui était moteur. Les Britanniques évoluant sous le gouvernement Tony Blair, il devient possible de développer une politique de sécurité-défense. Alors qui est une politique de gestion des crises, dans les États tiers, pas une politique de défense territoriale. La défense du territoire de l'Union européenne, c'est l'apanage des États membres ou de l'OTAN, mais ce n'est pas le rôle que l'on a souhaité pour l'Union. Alors on peut faire le bilan de ces opérations extérieures qui sont menées. Il y en a aujourd'hui une trentaine d'opérations extérieures. Elles sont généralement vues comme des opérations limitées et elles sont considérées comme l'élément elles sont souvent présentées comme l'élément à travers lequel on va juger de la puissance de l'Union européenne, et on dit souvent les opérations extérieures sont de faible envergure, l'Union européenne ne pèse pas dans la résolution des conflits, donc l'Union européenne n'est pas une puissance. C'est le thème dont on doit discuter, qui sera discuté dans le cadre de la deuxième partie de mon intervention. Pour le moment, il s'agissait pour moi essentiellement de montrer la diversité des domaines d'intervention de l'Union européenne et l'évolution historique qui a mené au renforcement de ses compétences externes.